Messager de la nuit, bien le bonsoir. Je le rappelle, Azdin Hijri, votre ouvrage, orphelin de fils, je disais, on est réellement dans l'écriture de l'intériorité, de la douleur et des départs. La mort accompagne pratiquement tous vos personnages. Votre premier roman, Piège Timique, était dans une approche beaucoup plus sociale, sociologique. Hein. Psychosociologique. Oui. Psychosociologique. Et là, on est dans une réflexion, une approche vraiment différente, hein, très différente dans le sens où on est dans une approche très psychanalytique presque. Hein. Oui, exactement. Voilà. Et la douleur, je le disais, tout commence par votre personnage central, le père, qui vient de perdre sa femme. Et pour combler sa solitude et sa souffrance, il s'invente un fils. Il s'invente un fils. Oui. Tout commence là, mais la question qui s'impose, est-ce que le père, justement, existe? Est-ce que le fils existe? On est dans une forme de huis clos où 4 personnages dialoguent entre eux.
Est-ce qu'on a réellement approché et résumé un tant soit peu l'ouvrage Orphelin de fils? Parfaitement bien résumé. En fait, l'histoire débute on va dire, avec un retour épisodique sur les mois qui ont précédé la disparition de Lana. Donc, et c'est là où la mère. La mère qui, la supposée mère qui a mis fin à ses jours pour des raisons inconnues. Donc le père commence par justifier déjà la naissance d'un enfant fictif, justement pour qu'il reste au sein du monde des vivants. Cet enfant grandit. Ils ont une particularité, on va dire, surhumaine, qui est le fait que chacun, l'enfant imaginaire et le père, peuvent laisser chacun à l'autre le droit d'accéder à l'activité psychique de chacun. Donc l'enfant laisse souvent à son père le droit d'accéder à un rêve omniprésent qui revient sans cesse, et qui est celui d'obtenir le droit d'avoir une mère. Lui aussi. Tous vos personnages sont vraiment portés d'une douleur, de blessures et de fêlures terribles. Exactement. Oui. Et la mort est le point commun de tous ces personnages. Oui. Le suicide presque les réunirait. Oui, parce que c'est vrai que l'idée du suicide, d'ailleurs, il y a une réponse presque philosophique à l'idée au fait que certaines personnes en arrivent jusqu'à mettre fin à leur jour. Donc j'ai essayé aussi de trouver une réponse voilà, à ce problème à la fois psychologique et dans d'autres domaines qui est le suicide. Mais après, le suicide aussi, je m'en suis servi dans l'intrigue, c'est-à-dire la disparition de Lana, donc la supposée mère, c'était en fait ce n'était qu'un chantage dont s'est servi Adam pour retenir son père en vie. Une écriture très labyrinthique a donné réellement le vertige à ceux qui l'approchent également, je le disais au sommaire de l'émission, assez psychanalytique. Hein. Oui. Le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport au père et le rapport à la mère. Exactement. En fait, l'objectif dans tout ce récit, qui est assez bref quand même, c'est de rappeler tout simplement à quel point l'amour des siens est important. Donc cet enfant qui est orphelin de père et de mère, donc a décidé de refaire son monde, de le défaire et de le reconstruire pour donner vie à certains, leur ôter la vie quand il le voulait, justement pour remettre son monde en ordre. Mais lui-même essaie de mettre fin à ses jours. Oui. Il y a comme une forme de continuité. Oui. Le père s'est suicidé. On pense au départ de l'histoire que la mère s'est également suicidée. Alors que non. Alors que non. C'est le père. Vous n'avez pas donné d'existence réellement au père. Pour quelle raison? Il n'a ni nom, ni prénom, ni rien du tout. Tout à fait. C'est le père, justement, parce que vers la fin de l'histoire, on comprendra que l'enfant lui en voulait. C'est-à-dire, il lui a redonné vie, justement, pour lui faire comprendre que c'était un crime de l'avoir abandonné quand il venait de naître. Donc, ce père, il ne l'a jamais connu. Donc, il ne pouvait pas lui donner de visage, il ne pouvait pas lui donner de nom. Et sa maman, biologique, elle aussi, ne voulait pas en parler. C'est-à-dire, c'est comme si ils ont condamné le père qui a décidé d'abandonner la famille au bannissement éternel. Donc, il y a un petit peu de rancœur et de rancune. Oui, tout se passe dans une forme de Balzac. On est dans l'entre-deux. On est entre la vie et la mort, entre le paradis et l'enfer. Et l'enfant est dans une forme d'attente. C'est votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, Orphelin de fils, je le rappelle, aux éditions Tira, faut-il le rappeler, présent au Salon international du livre, est du moins comme ça que je l'ai perçu, une longue lettre à l'absent. À l'absent, exactement. Et surtout, les absents, il y en a beaucoup. Énormément. Voilà, même si il y a 4 personnages pratiquement autour desquels l'histoire se passe. Voilà. On parlait de huis clos presque théâtral. Exactement. Donc chacun, à un moment donné, il s'est retrouvé condamné à l'absence ou choisi volontairement de s'absenter. Mais justement en parlant de Balzac, c'est-à-dire cette limite qui existe entre... Le purgatoire. Voilà, exactement. Le purgatoire. C'est-à-dire, même la maman, quand elle commence à répondre aux questions existentielles de l'enfant, elle lui a dit, il a dit pourquoi j'ai tenté de mettre fin à mes jours, je n'avais que 10 ans, et elle lui a dit, tu as essayé de tester cette frontière ténue qui existe entre le monde des vivants et celui des absents. Donc c'est vrai que, on va dire, 2 mondes se confrontent. C'est vrai que ça parle beaucoup de suicide, de mort et tout, mais c'est pas si triste que ça aussi. Il y a des belles choses, il y a des belles... pas anecdotes, mais voilà, c'est-à-dire il est
rend pas son lecteur triste ou il le plonge pas dans une mélancolie. Alors, dès les premières pages, on entend la voix du père. Oui. Un père qui n'a jamais existé, faut-il le dire, à nos téléspectateurs. Mon fils imaginaire dit vouloir enfin prendre congé. Ses petits bras s'élancent au plus haut vers le plafond de la maison, comme pour englober l'espace tout entier et les resserrer autant qu'il le peut au moment de m'enlacer. Pour ne pas contester mon étonnement sous son étreinte, je l'entends marmonner quelques mots confus. Je crois comprendre que c'est comme cela qu'il m'aime. Sa tête jetée derrière mon cou, je l'emmène dans sa chambre nichée dans le grenier du chalet. Le temps que je finisse de gravir les dernières marches de l'escalier, tout le poids de sa silhouette s'abandonne indollement sur moi, signe de l'éminence d'un sommeil venu enfin lui fermer les paupières. J'entreprends de l'allonger sur son lit et jette la couverture sur lui quand soudain j'entends la voix de sa mère qui me parvient d'outre-tombe. Elle revient m'interpeller à nouveau, bien qu'elle soit toujours agréable et mélodieuse à entendre. Cette voix dolente laisse jaillir du plus profond de moi une peur indicible. Indescriptible. Terrible. Voilà. Donc la peur elle-même habite le personnage central, enfin, ce qu'on pensait au départ comme étant le personnage central, alors qu'au fil des pages, le personnage, le père, s'évapore, son personnage s'étiole presque. Tout à fait. C'est-à-dire, pendant les premières et deuxième parties du roman, le narrateur, c'est le père, c'était le père. Mais au début de la troisième partie, la voix lui est ôtée. Il n'a plus le droit à la parole. Il est condamné à en non-être, à la disparition. Et voilà, si je peux le dire ainsi, la prouesse littéraire, ça a été de changer de narrateur au début de la troisième partie. C'est-à-dire le père qui a commencé à raconter l'histoire, sa propre histoire, brève et incomplète, se voit condamné à la disparition. Et malgré cela, l'histoire continue, va en avant, et un nouvel narrateur continue à raconter l'histoire. Donc c'est scindé en 3 parties, même s'il y a 4 personnages qui habitent votre ouvrage, Lana, Inès, Adam et Tara. Tara, exactement. Et le père n'a pas de nom. Ça y est, vous l'avez complètement... Justement, à la fin, quand... On ne raconte jamais la fin, je tiens à le dire. Ah, pardon. Juste par rapport à l'idée au fait qu'il n'ait pas de nom, c'est que justement, il a voulu un jour, un moment, Adam se recueillir devant la tombe de son père, et sa maman lui a dit moi-même, j'y suis jamais allé. Donc il n'a pas de nom, il n'a pas dit. Voilà, il n'y a rien qui indique qu'il est enterré quelque part. Il y a également l'histoire la réflexion sur le parricide dans cet ouvrage. Tout à fait. Ouais, il y a surtout ça. Et je disais. La tragédie grecque. Oui, la tragédie grecque. Oedipe dans sa perfection aussi. Oui, tout tourne autour de l'enfance abandonnée, ou du moins de l'enfant abandonné qui refait son monde. C'est réellement ça votre ouvrage, de la première à la dernière page, Azdi Nidri. Exactement. C'est-à-dire, l'enfant est parti dans une sorte d'introspection sur sa propre mortalité pour comprendre pourquoi d'autres ont disparu, pourquoi d'autres l'ont abandonné. Et il a fallu quand même trouver des réponses. Et c'est sa maman qui lui prend la main, qui le guide sur le chemin, si on peut dire, de la guérison, parce qu'il était malade de sa propre vie, de sa propre histoire, du fait qu'il était orphelin. Alors que très jeune, il avait à peine 10 ans. 10 ans. 10 ans. On n'est pas conscient de tout, normalement, à cet âge-là. Mais peut-être que parfois, vu les épreuves qu'on est amené à subir dès le début de sa vie, son existence, parfois peut-être on grandit plus vite que d'autres. Adam, en fait, s'étant retrouvé orphelin de père, qui est orphelin de mère, moi je le compare à quelqu'un qui commence une partie de Scrabble mais qu'avec des W. Donc voilà, où est le début, où est la fin. Donc il a fallu qu'il défasse tout, qu'il refasse tout pour comprendre. Voilà. Est-ce qu'on ne serait pas réellement dans une réflexion philosophique sur la non-existence et la reconstruction de soi? Et la quête de soi aussi. La quête de soi. C'est-à-dire la conscience de soi, elle peut être psychique, liée, on va dire, à son environnement matériel. Elle peut être conscience de soi du fait qu'on se pose des questions sur ses propres réflexions. Donc Adam aussi, oui, il est parti dans une quête de soi et pour être conscient de lui-même. Est-ce qu'il existe vraiment? Qui existe? Qui ne l'a jamais été? Ça parle beaucoup de ça aussi.
Alors, durant les petites heures du matin, Adam comme Inès sont restés dans une parfaite communion de sentiments que je peinais à croire nouveaux et naissants. Adam ne savait plus comment se tenir, et encore moins dans un seul et même endroit. Dans d'incessants transports d'euphorie, il allait parfois jusqu'à pousser des cris tapageurs seulement pour exprimer tout son bonheur. Mais souvent, le bonheur a été de courte durée. De très courte durée, c'est vrai. C'est ma façon, c'était peut-être ma façon moi de ne pas trop me fier aux joies soudaines, voilà. Mais le fait d'écrire sur la mort, sur le suicide, sur la conscience de soi, sur la quête de soi, je crois que le piège pour moi, c'était de l'écrire dans une forme de légèreté ou dans une écriture superficielle. Le sujet est assez grave. En fait, moi, le suicide, je suis pas hanté par ce problème-là. Voilà, j'ai fait des études dans le domaine. Pourtant, on a réellement l'impression, honnêtement, hanté par la mort et le suicide. Honnêtement, c'est juste le suicide. Des fois, je m'en sers juste pour que ça m'aide dans mon intrigue. Comme prétexte. Comme prétexte, voilà. On va dire quand on écrit une histoire, on raconte une vie. Donc des fois, quand on a envie que l'histoire s'arrête ou d'un personnage, c'est un peu criminel, mais voilà, il met fin à ses jours lui-même. C'est pas moi qui ai décidé qu'il n'ait plus droit de vivre. Quels sont les personnages qui ont réellement existé, ceux que vous avez imaginés, ceux qui reviennent? On est réellement aussi dans ces questionnements-là, dans cet ouvrage Orphelin de fils. Le titre est en lui-même un mensonge. Oui, parce que normalement, quand on est orphelin, je ne le souhaite à personne, on est orphelin de père ou de mère. Ouais. On peut être aussi orphelin de son animal de compagnie, voilà, quand il y a un rapport assez... Donc le rapport de filiation, donc il va en descendant du père, de la mère au fils. Et là, j'ai inversé le rapport. Je suis parti du principe en philosophie qui dit que, on va dire, la logique, on va dire, se rapporte à la raison et des fois l'absurde à sa propre logique aussi. Je suis parti de ce principe-là en me disant il est orphelin de son propre fils. Alors qu'on ne sait plus qui est orphelin, qui est le fils, qui est le père. Exactement. On pourrait même dire orphelin de père, orphelin de fils. Il n'y a pas comment dire, peut-être une réflexion ou juste une approche par rapport à la religion, le catholicisme, quand on parle du père, du fils? Honnêtement, non. C'est vrai que j'ai senti à un moment donné, pendant que j'écrivais ce roman, j'ai senti, on va dire, que ça pouvait amener certains à penser cela, mais honnêtement, il n'y a aucune connotation religieuse. Elle est purement psychologique ou philosophique, mais aucune connotation religieuse. Par contre, le personnage lui-même, vu, moi, on va dire, ma propre condition, ma propre religion, et il a dit que moi je ne mettrai jamais fin à mes jours parce que c'est une impiété, c'est contraire à mes principes religieux. Mais sinon, il n'y a pas une connotation par rapport à d'autres religions. Vouloir l'affectation et l'attachement, admettre la simple idée d'appartenir à un clan nommé famille ou encore attendre que rien ne puisse défaire un lien de parenté erronément ou réellement avéré. Tant de bonnes intentions qui pourtant n'y peuvent rien face au ressentiment et la rancune si profond et si tenace. L'orphelin que j'ai longtemps été ne fait que les éprouver continuellement. Votre personnage trouverait-il jusqu'à la fin une forme de sérénité? À la fin, oui. À la fin, c'est-à-dire il y a une ode à l'espoir, il y a l'amour, grâce à l'amour, l'espoir est permis. Même si on reste toujours dans l'interrogation, même si on reste toujours dans les questionnements, parce qu'à un moment vous dites, à la page 186, mes interrogations ne sont qu'une imprudence navrante, me dis-je secrètement. Voilà, exactement. Parce que là, en fait, il est à deux doigts de trouver la réponse ultime à tous ses tourments, à toutes ses angoisses, pour que sa vie commence réellement, qu'il ait droit au bonheur. Et là, il s'est permis encore de poser une ou deux questions qui auraient pu encore anéantir tout ce qu'il a pu construire grâce à sa mère. Parce que là, il était avec Tara, qu'il a retrouvé au bout de quelques années de médication, on va dire. Voilà, donc Lana, Inès, Adam et Tara, vous les réunissez, vous les faites dialoguer, vous nous les livrez, même si vous les avez, comment dire, vous les avez jetés en pâture, dans le sens où ils sont tous porteurs d'une douleur et d'une violence. Oui. C'est vrai que parfois la vie est un peu un maelstrom, donc c'est vrai que voilà, je me suis permis de les pousser, de pousser les limites, on va dire, de tout ce que, on va dire, un personnage, même fictif, peut supporter. Et c'est justement pour dire que malgré tout, l'espoir est permis. Malgré tout, rien ne peut être fatalité. Voilà, on peut renaître, on peut revivre, on peut naître orphelin, mais on peut construire sa propre vie sans l'aide de quelqu'un. Il y a l'amour de la mère également qui est dans cette forme de reconstruction. Sainteté.
Oui, Tout à fait. mère sainteté. Il y a une déclaration d'amour faite pour les mamans, même pour les papas, parce qu'à un moment donné, il a Vous fallu... n'avez pas été tendre, hein, le père, vous l'avez effacé, vous l'avez Oui. complètement... Mais en fait, dans l'effacement, il y avait une forme de clémence. Parce Ouais. qu'à la fin, sa maman l'a invité à aller se recueillir justement Tout à devant fait. sa tombe. Et lui, il a fait une sorte, comment dire, de tirade pour dire que mon père, pour apprendre à lui pardonner, pour apprendre à l'aimer, je voudrais garder n'importe quelle autre image de lui qu'une tombe froide où il n'y a rien d'écrit dessus, qui n'est pas fleuri. Donc le père, à la fin, est pardonné, il est aimé et tout. Donc voilà, même si au départ c'est très difficile. Asdine, pardon d'intervenir Je sur vous en ça. prie. À force de vous entendre parler de cette façon-là, comme si vous racontiez une histoire véritablement puisée dans la réalité, etc., avec des personnages bien réels, quelle est la part de l'imaginaire dans tout ça? Elle est entière, honnêtement. Il y a, bien que toute écriture est Il y a subjective. une telle vraisemblance. Il y a une telle vraisemblance dans ce que vous racontez et dans la façon dont vous le racontez, Oui. qu'on se demande si c'est véritablement de la fiction pure. En fait, on m'a... C'est une petite question piège. Je vous en prie. Hein. On m'a souvent posé la question, est-ce que ça n'a pas été une écriture autobiographique? Loin de là. En fait, je me suis inspiré du monde imaginaire que j'ai essayé tant que possible de transposer, lui, et le monde réel. Il n'est pas obligatoire que ce soit imaginaire, que ce soit de l'autobiographie. Hein. Oui. Par contre, ça peut être redevable à un certain nombre de situations puisées dans Oui. des réalités qu'on a connues, dont on a Bien été sûr. témoin, qui nous ont été racontées, etc., qui existent dans la vie réelle. Bien sûr, bien sûr. Le monde imaginaire et le monde réel, justement, j'ai essayé de les transposer. cohabitent parfois. Cohabite, oui, cohabite. La fiction dépasse la réalité, des fois la réalité... Mais tous ces personnages n'ont besoin que d'une seule chose, c'est l'amour. C'est l'amour et... Parce qu'à un moment, vous dites, l'amour n'est plus une rumeur. Oui, c'est là où les choses commençaient à se dénouer. Tout à fait. Voilà, Tout à exactement. fait. L'amour n'est plus une rumeur. Vous savez, à la lecture de votre ouvrage, Orphelin de père, que je vous conseille vivement présent chez les bons libraires, mais également à ce 23e Salon international du livre, Orphelin de père de Asdine Edjri, j'ai pensé également à un autre titre, hein, c'est Réparer les vivants. Oui, oui. J'ai pas eu la chance de le lire, mais j'en ai entendu parler et ça m'est C'est, venu à l'esprit pendant un moment. Ouais. Oui. On est dans une forme de reconstruction. Vous parliez de réparation de soi, de questionnement sur soi, de projection également. Et tout cela est résumé dans cet ouvrage de presque 200 pages. 200 pas. Et l'objectif ultime, une fois qu'on a refermé ce livre, en fait, parce que on va dire tout auteur ou écrivain a toujours un message à faire passer ou à transmettre. Moi, mon seul message, c'est parti de cette maxime qui dit que grand est celui qui a su garder son cœur d'enfant. Donc moi, Parce mon qu'on ne objectif... guérit jamais de son enfance. Voilà, C'est bien exactement. ça. C'est de rester enfant tant que possible. Pas de vivre dans la légèreté, pas dans la souciance un peu coupable qui pourrait nous amener à qui nous mènerait à notre perte. Mais même le père, quand il raconte, il dit cette voix d'enfant candide, innocente, j'aurais aimé qu'elle soit aussi mienne, qu'elle soit toujours écoutée, mais jamais inécoutée. Elle aura été mon phare, elle aura été mon guide. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on garde cette forme d'innocence qui nous évite beaucoup d'ennuis et qui aussi nous évite beaucoup de chocs et d'entrechocs et de soucis. Être enfant, autant que possible, aussi longtemps que possible, croyez-moi, c'est la meilleure des façons d'être au monde pour moi. Est-ce que, alors ça va être mon ultime question, avant d'aborder d'autres questions et d'autres réactions bien sûr de nos invités, question-réaction culture club @entv.dz, Orphelin de père, ne serait-il pas aujourd'hui un conte initiatique? Oui, exactement, parce que l'enfant, Adam, il a dû en fait refaire son monde et tout, donc dans tout c'est une expérience du monde. Nous faisons tous notre expérience du monde, seul, en groupe, en famille ou aidé ou pas par d'autres personnes. Donc l'expérience du monde qu'a faite Adam, c'est cela que j'ai essayé de raconter, bien sûr sous des angles un peu, voilà, pas très souvent sombres, mais c'est aussi une forme de récit initiatique où Adam a appris à accepter de mourir, mais aussi de vivre. Il faut C'est un accepter de hymne vivre. à la vie. Tout Oui. simplement, Ah oui, ça oui. je le conseille. Orphelin de fils chez Tira Édition. Je le rappelle encore une fois, notre premier invité ici à l'occasion de la 23e édition du Salon international du livre. Je le rappelle, votre premier a pour titre Piège chimique. Là, vous êtes dans une réflexion beaucoup plus, une approche psychosociale. Et là, on est réellement dans la
philosophie, hein, faut-il le dire. C'est chez Thiela Édition. Merci beaucoup, Merci Asdine Idri. Question, réaction, notre adresse est à votre entière disposition. Autre ouvrage, autre invité ce soir, après avoir commis Zornat, Seriel ou les yeux de feu, Koubenia, la Kabylie, le cœur entre les dents. Entre les montagnes. Entre les montagnes, pardon, que dis-je. Et puis, il est de retour ce soir avec Constantine. Bonsoir, notre ami Jawdet Guessouma. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, toujours d'actualité aujourd'hui. Vous avez toujours été dans le nomadisme. Hein. Alger, des écritures sur Alger, sur Oran, sur Constantine aujourd'hui. Le nomadisme nous a toujours construit, a été pratiquement une condition sine qua non à toutes vos productions. Zorna, on est réellement dans la ville, mais de quelle ville il s'agit? Alger ou autre, ou Cuba, ou que sais-je. Votre troisième roman pour lequel vous étiez sur ce même plateau, Koubania, qui vous a conduit jusqu'à Cuba. Là, on est réellement dans le questionnement également que sont devenues nos révolutions. Et aujourd'hui, c'est Constantine. Parlez-moi de votre rapport à la ville des ponts. Oui, c'est un projet qui date depuis 2015. Oui. Donc, et enfin, nous l'avons entre les mains. Voilà. Et là où il y a eu des questionnements, par exemple, sur les révolutions algériennes et cubaines, tout à pas fait. Seulement, parce que nous avons presque une histoire commune. Est un roman qui part sur ce fil rouge qu'est le Tropique du Cancer. Donc tout à fait. On a eu un départ. Cette ligne imaginaire. C'est une ligne, voilà, imaginaire mais tangible. Là, sur Constantine, c'est un beau livre, si on doit le catégoriser. Mais il y a de la littérature. Quand on m'a demandé de le faire. Littérature et poésie aussi. Quand El Bayazine me l'a demandé, il avait demandé l'écrivain, non pas le journaliste. Ouais. Donc il écrit dans une attitude littéraire, entre guillemets, pure. Je n'ai pas fait un guide ou des choses, entendons-nous bien. C'est un produit culturel. Et il n'y a pas des interrogations, mais il y a des petites réponses sur le caractère épique de Constantine. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qui va vous dire vous allez à tel endroit manger, il y a de belles ruines ici, il y a je ne suis pas dans la mythologie. On n'est pas non plus dans un guide touristique. Hein, voilà, et ce n'est pas un guide touristique. Voilà. Donc entendons-nous bien, il y a des choses qui seront ici, qui appartiennent au sensuel, qui appartiennent peut-être un peu au sensationnel, qui appartiennent à l'historique. Et le caractère épique de cette ville installée sur un rocher, avec des ponts par exemple, qui sont... on est toujours fiers de dire qu'il y a des très jolis ponts à Constantine, mais les prouesses techniques sont ce qu'elles sont. Donc il y a aussi un pont de quartier qui s'appelle La Brèche. Ça montre aussi une blessure intense du colonisateur. La Brèche, c'est une partie où on a cassé la ville, on a coupé une portion, comme à la Casbah, quand vous avez la rue Sidi Abdelrahman qui coupe en deux. Il y a quasiment 200 bains qui ont disparu à cause de cette blessure. Donc il y a un ensemble d'informations qui sont... Vous avez parlé de nomadisme, les nomades, dans leur essence, en néolithique, où là, ils étaient chasseurs-cueilleurs. Ouais. Donc on glane. J'ai glané plein de petites choses comme ça sur Constantine et j'ai fait un assemblage. Une forme de redécouverte permanente. Voilà, c'est pas nécessairement hétéroclite parce que c'est organisé autour de ce bâti, autour de cette géographie qui a donné son caractère à cette ville qui est inexpugnable. C'est une ville très... Il n'y a pas que de la beauté dans ce livre. Non, vous ne l'avez pas magnifié. Il y a de l'esthétique. Vous n'avez jamais été. Pas magnifiée. Voilà. Dans pratiquement tous vos romans, hein. Voilà. Vous n'avez jamais été dans cette approche-là. Elle est puissante, mais c'est pas une ville, c'est pas une région magnifique. Mais par contre, historiquement, géographiquement, sociologiquement, anthropologiquement, toutes ces choses-là, il y a une charge de sentiments, une charge de choses émotionnelles, esthétiques. L'esthétique, c'est pas nécessairement le caractère gréco-romain qui fait qu'on fait de belles proportions. L'esthétique, c'est aussi ces petits accidents de la nature, c'est aussi ces petits accidents architecturaux, c'est ces traditions qui viennent bizarrement, on a l'impression que c'est très paradoxal. Donc c'est un livre. Voilà, c'est pas qui a dit le contraire, il y a tout le il y a des paradoxes et c'est ça, je voulais ce caractère un peu dur, un peu abrupt,
Mais aussi, il y a des choses, de belles choses. Il y a aussi les côtés interlopes. Quand on parle, par exemple, des Fnadak, par exemple. Le Fnadak, ça a été des endroits... Il faut le dire à nos téléspectateurs, le Fnadak, c'est pas seulement les hôtels, c'est les endroits, les espaces où se rencontraient les grands maîtres. Ce ne sont pas des hôtels dans le Prince à Constantine, c'est des endroits... Azedine Mardassi voilà, il avait parlé d'ailleurs... Exactement, dans un très bel ouvrage que je vous conseille. Où on a maintenu quand même la culture du Malouf, on a maintenu des choses, la langue arabe, on l'enseignait en douce dans ces petits endroits qui étaient enfumés, vulgairement ou trivialement, comme le Mahchachat par exemple. Mais il s'est passé beaucoup de choses, par exemple. C'est des endroits interlopes. Il y a des endroits quasi mythiques aujourd'hui, quand vous allez dans les petits îlots comme ça, urbains, des petites ruelles, des petites venelles, des petites choses. Il y a tout un alphabet qui réside là, et à ceux qui savent lire, moi je donne quelques petites pistes. Voilà. Il y a un terme qui est revenu très souvent dans cet ouvrage, je le rappelle, Constantine, de notre ami Jawdet Guessouma aux éditions Al-Bayazine, c'est la lumière. Vous en parlez très souvent. Je l'oppose à l'obscurité d'air, puisque quand vous allez dans un sabbat ou les petites voûtes et tout, comme je disais, il y a toute une grammaire. Au bout des tunnels, la lumière comme récompense, toujours et encore. Ça, c'était par rapport au rocher, où c'est vrai que l'homme a domestiqué. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais moi, j'ai pris ça comme ça, où c'est vrai qu'à chaque détour, vous avez la récompense de défilés immenses que vous voyez. Mais en même temps, il y a cet ange-là qui représente justement la mort, en même temps un envol, la vie, Eros, Thanatos. C'était fascinant ce qu'il avait dit, parce que moi je lis quand je suis dans... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de gens qui savent lire. Ce n'était pas la lecture au premier degré, mais c'est comment vous allez tutoyer un aigle qui vient vous crier à 20 mètres de vous, ou alors quand vous avez des valets qui vous disent des choses. Il y a tout un langage, ce pont qui vibre sous vos pieds. Il y a le pont du diable, je suis fasciné. Toutes ces petites légendes, mais alors là, c'est fabuleux quand vous allez sur la colline des ours, ce qui est un site quand même paléolithique, c'est quand même pas une présence de millénaires. Comment un rocher comme ça, qui est escarpé, a fasciné. C'est une ville de rang quasiment impérial, avec... c'est Constantin, c'est pas... Et à toute une série... Et Constantine a accueilli aussi des gens. Et beaucoup de la Kabylie, les Touaregs... Parce qu'à un moment, vous parlez de ces maîtres mots de Constantine. C'est Massinissa aussi. Hein. Oui, c'est Massinissa, c'est... Et puis c'est Malik Haddad, c'est Kateb Yassine. Voilà, c'est Kateb Yassine, c'est Boubadi, c'est le secte Al-Nejma qui a réuni tous ces gens-là. C'est des petites maisons comme ça dans lesquelles vous allez, qui vont vous raconter des histoires fabuleuses. Je suis resté à peu près 7 mois. J'ai eu la chance d'aller... Faire des va-et-vient, des saisons différentes. Oui, 7 mois, c'est-à-dire pendant un travail fixe, mais j'y suis souvent. Mais c'est pas une ville qui m'appartient au niveau des attaches familiales. Les Constantinois se sont-ils réellement livrés parce qu'ils sont réputés d'être assez taiseux? Comment vous les avez approchés? Qui sont les Constantinois? Oui, bon, ça c'est notre question sur la citadinité. Cette citadinité est quand même construite sur l'hétéroclisme. C'est comme quand on dit un Kasbadjit, c'est quoi un Kasbadjit? Un Kasbadjit, les gens disent il est algérois, mais Kasbadjit, c'est des gens de Msila, de Boussaada, de Kabylie, de Biskra. C'est ça qui a constitué l'essence de cette ville. Et Constantine, c'est la même chose. Hein. Il y a eu des apports, et c'est ce qui a enrichi justement, ce qui fait la richesse des choses. On ne peut pas parler de Constantine sans approcher son artisanat. On ne peut pas parler de Constantine sans approcher le Malouf et son maître incontesté et incontestable, qui est bien sûr El Fergani. On ne peut pas approcher Constantine sans sa tradition et sans cette histoire. Ce sont les maîtres mots qui ont, entre autres, comment dire, construit votre ouvrage, Jawdet Guessouma. Oui, bien sûr, c'est normal. Moi, je n'ai fait que glaner des choses et les grands curieux devant l'éternel, les faire remanier pour les faire accepter au lecteur. Moi, mon seul but, c'est de rejoindre un lecteur et de lui faire partager tout un pan de notre culture ou de notre pays. Il y a un livre qui va sortir probablement
si financement il y a sur le Chenois, qui est aussi une enclave. Moi, c'est des escales, c'est des étapes que je fais comme ça. La Kabylie, c'était pas un livre qui nous parlait de Jugurtha ou de choses, ou alors on va manger Tahboult al-Marqa et voilà, non, ou la Terrifine, ou la. C'est beaucoup plus, c'est un esprit. J'essaye de capter l'essence de ces villes, l'essence de ces choses, de ces aires géographiques et culturelles et sociologiques. Habitées par les traces du temps et de l'histoire. Voilà, et les retransmettre avec des clés ou des outils qui peuvent faire ouvrir des portes au lecteur, ou alors juste le tenir par la main ou par le bout des yeux, si on veut, le tirer par les cils peut-être pour qu'il lise des choses. Et parce que le livre est mobile aussi. Moi, j'ai une arrière-pensée. De nomadisme en début d'émission. Je ne suis pas un samaritain, un bon samaritain. Je suis clinique, c'est-à-dire j'ai des choses, des passions, et je les partage avec le lecteur. Il n'y a rien d'autre. C'est une aventure humaine. Et c'est une aventure humaine, à dimension humaine. Moi, je n'ai pas la prétention de. Mais j'insiste sur le fait que ça appartient à la littérature. Ce n'est pas juste comme ça. On essaye vraiment de partager l'essence des. Et à un moment donné, votre ouvrage vous échappe, mon cher ami. Hein. Tant mieux. Voilà, exactement. Vous dites à un moment donné, depuis la tradition et la culture, maître mot de Constantine, depuis des siècles, Constantine s'est enrichi de ceux qui l'ont visité, conquise ou adopté. Qu'elle soit turque, païenne, romaine, tunisienne ou berbère, la tradition constantinoise n'est pas très éloignée des autres en fin de compte. Nous sommes héritiers de tous ces passages, de tous ceux qui nous ont à un moment donné été sur cette terre. Oui, bien sûr, dans les bons et les mauvais moments. Hein. N'oublions pas que c'est une histoire tortueuse. On ne peut pas dire torturée, c'est une histoire tortueuse. Constantine, comme plein d'autres endroits. Mais il y a des villes qui sortent quand même du lot. Constantine a une histoire. Vous allez au Khroub, vous allez voir le tombeau. Qu'est-ce qui vous a le plus ébloui pour commettre ce bel ouvrage? Mais par exemple, là où les gens voient une gourmandise qui est dans le sommet vraiment de la subtilité, moi je vois une personne derrière qui a fait ça pour célébrer quelque chose pendant toute la nuit, à remuer. Donc ce caractère épique des choses m'amuse en réalité. Mais en même temps, c'est quelque chose de formidable. Moi, ce qui me fascine, c'est l'effort qu'il y a derrière les choses. Quand je vois Malouf, je sais que c'est du quart de temps, que c'est des choses qui ont été travaillées. Et ce sont des choses qui ont été préservées souvent dans la douleur. Quand je parlais tout à l'heure des Fnadak, au-delà de leur aspect interlope, comme ça dire, ont été des endroits qui ont quand même gardé en douce par rapport à la colonisation, pour ne pas se faire... La langue arabe, on a enseigné, on a transmis des choses. Bien sûr qu'il y a eu des choses interlopes, comme on l'a dit, des choses entre guillemets suspectes. Ça, c'est pour le suspense. Mais il y a, quand vous voyez un artisan que vous allez voir, je ne sais pas, peut-être Amin Khouja, quand il vous parle, vous voyez un objet qui est fait. Ouais. On va tous s'intéresser aux ciselures, aux choses comme ça. Moi, je vois des objets, et il avait d'ailleurs, quand j'avais parlé avec certains artisans, ils avaient remarqué, je disais, comment vous avez fait ça? C'était l'objet qui n'était pas du tout décoré ni rien. Quand vous voyez qu'il y a une sorte de kazan, c'est-à-dire de marmite, qui est faite d'un seul tenant, en étant martelé sans aucune soudure, voilà, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce travail qu'il y a derrière qui me fascine. Que ça soit dans un gâteau, que ça soit combien de kilos de fleurs vous faut-il pour que vous ayez le petit flacon d'eau de fleurs d'oranger. Et tout ça, comme je disais, c'est une grammaire qui vous permet de dire que voilà une ville, ou une ère plutôt, qui est épique, qui a toute une histoire faite d'aventures. Vous avez des Aglides, vous avez des empereurs romains. Une citadelle encore plus forte que le temps. Voilà, une citadelle. Après, vous avez la présence ottomane. Après, c'est un peu le petit Tunis. Vous avez des indices comme ça qui vous montrent qu'il y a une grande proximité avec la Tunisie. Le génie d'un peuple. Il y a tout le génie d'un peuple. Il y a aussi un génie populaire qui fait... C'est des histoires fabuleuses de gens qui vous jurent
qu'ils ont vu des petits djinns ou des petits trolls danser dans les grottes alors qu'ils filmaient ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient là-bas. et qui jouaient de la musique. Les légendes urbaines sont fabuleuses. Vous en avez des centaines. Puis vous avez ce pont-là, Salah Bey, qui est immense, ultra moderne, des hôtels de luxe fabuleux. Et puis après, vous allez dans les petits endroits. Vous me permettez de rendre hommage également à une grande artiste qui nous a quitté, auteur, à savoir Nadjia Abir, qui elle aussi a souvent écrit sur Constantine, la vieille Souiqa. C'était une grande amie, elle avait une manière de raconter justement sa Constantine à elle qui était formidable. Et puis une autre femme qui nous a quitté il y a seulement quelques jours, une grande historienne qui était souvent de passage sur ce même plateau. Il s'agit de Madame Mofreha, qui devait être des nôtres encore ce soir. Je voulais réellement lui rendre hommage. Elle avait un regard sur les choses qui étaient les aussi... Les Zianides, entre autres. Les Zianides et tout. 3 tomes sur les Elle avait un regard très esthétique. C'était une femme truculente, très animée. Mais très passionnée. Mais en même temps, d'une efficacité, d'une pertinence redoutable. C'est vraiment aussi une grande perte. Voilà, donc après l'ouvrage de Orphelin de fils de Azdine Ejri, que je vous conseille vivement au Salon international du livre, autre voyage, autre rencontre, autre ouvrage, une ville mythique à plus d'un titre. Elle a pour nom Constantine, aujourd'hui dans l'ouvrage livré par Jaoudet Gessouma, c'est aux éditions El Bayazine. Question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Merci beaucoup Jaoudet Gessouma d'avoir fait une halte sur notre plateau. Nous vous l'annoncions au sommaire de l'émission. Ce qui a entre autres conditionné et provoqué l'émission ce soir, c'est cette actualité, l'organisation du 23e Salon international du livre qui ouvrira ses portes pour le grand public dans moins de 48 heures. La semaine dernière, nous avions entre autres provoqué un débat autour donc justement sur cette réflexion, véritable réflexion engagée. Est-ce qu'elle a eu lieu à un moment donné après 22 ans d'organisation? Eh bien, on va parler cette fois-ci, faire le point avec d'autres agitateurs de la scène du livre. Il s'agit de Samia Znadichir, bonsoir, et de Mouloud Achour. Alors, si nous devions d'abord faire le bilan, la moisson de vos productions 2017-2018, je vous le disais au sommaire de l'émission, Kalim Chir, votre compagnon de route, disait en ces termes-là, nous produisons de moins en moins, le livre est en crise. Oui, c'est une réalité. Nous produisons de moins en moins, non pas parce qu'il n'y a pas de manuscrits, non pas parce que nous ne lisons pas, non pas parce que nous ne faisons pas un travail éditorial, mais nous avons beaucoup de mal à faire aboutir les projets. Parce que le secteur du livre est en crise, parce que le réseau de distribution n'est pas encore au point, parce qu'il y a de moins en moins de librairies, même si il y a des espaces de rencontres qui se créent durant l'année 2017 ou 2016, depuis quelques années. Ouais. On voit ouvrir des librairies, ce qu'on appelle des espaces... Ça a été l'une des batailles de l'ancienne ministre de la Culture. Dans chaque commune, une librairie, mais également une bibliothèque. Oui. Il y a quelques années de cela. On en est où aujourd'hui, Samia Chir, vous qui avez produit pendant cette année 2017-2018 moins d'une dizaine de titres? Oui, eh ben on en est où? Moi, je ne peux pas répondre parce que... Votre maison d'édition, la vôtre, bien sûr. Enfin, vous êtes également un acteur de la scène du livre. Fait. Enfin, j'espère qu'on nous considère comme acteurs et pas comme vendeurs de papier. Et que nous sommes aussi... producteur d'idées, et c'est à ce titre-là que je pense qu'on va répondre à vos questions. Certainement, tous les éditeurs font le bilan chaque année, chaque édition du Salon du Livre, mais bon, ça reste des bilans personnels. Des fois, bon, on se retrouve avec des collègues, on échange des informations, mais ça reste aussi, ça reste tributaire des rencontres que nous avons. Pour ce qui est du grand bilan, on aimerait bien que les organisateurs du Salon du Livre, pratiquement, oui. Même si nous savons qu'ils se donnent à fond, qu'il y a beaucoup de travail. Moi-même, j'ai fait partie de l'organisation d'un Salon du Livre d'Alger en 2010. Ça a été ma seule et unique expérience, donc je sais qu'il y a beaucoup de travail.
Mais qui a été positive, faut-il le rappeler à nos téléspectateurs. Hein. Si vous le dites. Non, mais franchement, j'accepte. Mais je vous assure, chaque initiative aujourd'hui, comment dire, qui va à la rencontre de l'autre en organisant des rencontres, des après-midi, au-delà du grand salon du livre, bien sûr, hein, est à saluer et surtout à respecter. Ça, c'est une chose très importante à dire de tous ceux qui chaque année, hein, peinent à produire des livres au quotidien. Oui, produire des livres. Et aussi, quand j'écoutais les auteurs parler de leurs livres, offrir aussi la possibilité à des auteurs de communiquer, d'avoir un retour de la visibilité avec les lecteurs. Le Salon du Livre, c'est pour ça que c'est important pour nous. C'est la seule occasion où on va rencontrer le maximum de lecteurs qui nous viennent de partout, qui viennent de Biskra, qui viennent d'Oran, qui viennent de Ouargla, qui viennent... Il y a le Salon de Boudjima aussi, qu'il faut saluer par la même occasion. Oui, le Salon de Boudjima, là, en avril. Tout à fait. Oui, voilà. Donc, c'est des occasions à encourager, enfin, encourager à garder, à améliorer. Pour ce qui est de nous, on essaye dans notre petit espace. Cette année 2018, c'est l'an 10 de la collection Dissonance, donc 2008-2018. Nous avons initié une collection en 2008 parce que c'était le 60e anniversaire de la Nakba. Exactement. Et que nous avons sorti à l'époque 2 titres. Et donc toute l'année 2008, c'est pour ça que compter les livres, c'est pas, enfin, le nombre de parutions, c'est pas le plus important. Mais quand il y a un climat qui aide à la créativité, qui permet des initiatives, qui permet d'organiser des rencontres et pour être dans le sens du débat et de la réflexion, ne pas être uniquement des consommateurs d'idées. Il est vrai que les 2 titres que nous avions sortis, c'était des achats de droits, c'était impérialisme... Sur la route du Negev, de Suzanne Farah Elkens. C'est un livre que je conseille à ceux qui a eu le prix Amboyolouguen. Exactement. Et qui est parti voyager. Il est édité en France et au Canada, au Québec. Grâce aux éditions APIC. Grâce à la possibilité que nous a permis la rentrée littéraire du Mali. C'est comme ça qu'ils ont entendu parler du livre. Le prix Amboyolouguen qu'a eu Suzanne Elkens lui a ouvert les portes de la francophonie, on va dire, de France et du Canada. Donc, Samia Zenadicher, parlez-moi des plumes émergentes chez APIC Éditions. Est-ce que réellement aujourd'hui vous avez les moyens de pouvoir leur donner de la visibilité, dialoguer avec eux, les éditer et les faire voyager ? Oui, on a les moyens. En tout cas, on travaille. On propose quand on sort un jeune, il y a Sarah Haidar. Il y a Sarah Haidar qui... 3 livres chez vous, je pense. Non, 2 livres. Et les 2 ont été... il y a eu des achats de droits par 2 maisons d'édition en France, 2 maisons d'édition militantes, féministes, anti-impérialistes. Et donc, ils ont pris les 2 livres de Sarah Haidar. Il y a aussi Selma Gattaf, c'est une jeune écrivaine avec qui nous sommes en train de proposer son livre à un éditeur français, c'est pas encore... Donc il y a toute cette visibilité. Pourquoi je parle de la France? C'est pas par un complexe, mais ça permet... C'est-à-dire chez nous, quand des auteurs, enfin des lecteurs, vous envoient des petits messages sur Facebook pour vous dire je suis à tel endroit, j'aimerais acquérir votre livre. Nous, malheureusement, nous ne sommes pas distribués, même si nous avons fait une expérience où nous avons essayé d'exporter des livres. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Enfin, ça ne s'est pas réalisé. Édité en Afrique, c'est toute une problématique. Édité en Afrique et distribué en Afrique. Distribué en Afrique, c'est problématique. Édité, ça peut être facile, mais comment Mais quand je parle d'édition, je parle de distribution, je parle surtout de visibilité de nos auteurs sur le continent. C'est une chose très importante. Vous étiez réellement dans cette approche et cette réflexion-là il y a quelques années. C'est également on est toujours mais c'est grâce également à vous que nous avons eu du plaisir à découvrir des auteurs africains, à les faire dialoguer sur ce même plateau. On n'était pas dans l'obligation
d'aller dans une île européenne, Paris pour ne pas la citer, donc justement pour aller les rencontrer et les lire. Oui. C'est un peu également grâce à vous qu'on a eu du plaisir à découvrir les auteurs africains. On en est où aujourd'hui, justement, Nous, Samia on Chir? commence. L'année dernière, c'était les 10 ans de résonance panafricaine. On avait de très bons voisins. C'était l'Afrique du Sud qui était à l'honneur. Ça nous a permis de découvrir, parce qu'ils sont venus avec des titres intéressants. Il y a eu aussi, la résonance, elle existe depuis 2007. Il y a eu 2009 le Panaf. On pensait que c'était l'occasion, un souffle, l'opportunité. Un souffle, parce que c'est tout ce qu'on a besoin. On a besoin d'un souffle pour pouvoir continuer à pour être dans le à panafricanisme. travailler. Mais bon, on rassure nos ennemis et nos amis que nous avons encore de l'énergie, que nous avons encore La des preuve, vous êtes idées. là ce soir pour parler de vos nouveautés. Oui. De vos... Merci de m'avoir invité. Avec un Mais grand voilà, plaisir. Nous avons des idées. Je disais qu'on fêtait les 10 ans de dissonance sans Samir Amin. Samir Amin, quand même, c'est un monument qui est parti. Tout à fait. Malheureusement, le salon, je crois, du livre d'Alger ne lui consacre pas d'hommage. Malheureusement. Mais je sais que nous pouvons... nous allons lui rendre un hommage en dehors des foires de la démagogie, on va le faire. Et donc je tenais à dire, bon, mais à part ça, on a une collection de poésie du porté monde. par un monsieur et pas des moindres, Par Habib Tengour, qui était là à plusieurs reprises. Voilà, alors les choix des textes, des auteurs, c'est lui, on s'est entièrement appuyé sur lui, on se laisse bercer. Une délectation. C'est une merveille. Tout à fait. Il nous ouvre les portes de la parole et du silence aussi, parce que la poésie aussi, ça laisse... et puis, il y a aussi Youssef Marahi, qui sort son grand recueil poète de devant poésie. l'Éternel, Voilà. qui a toujours un rapport Donc, assez on est- particulier avec Oran. Oui, Oran là, et Chef là, il est 31. avec Qaïs et Leïla, Ah, encore. Nuit. Donc c'est très beau ce qu'il a produit. Et voilà, donc le salon du livre. Il y aura de la poésie encore. Donc à part la collection poèmes du Monde, il y a Youssef Marahi avec Nuit. Et Hamid Larbi, Qui était sur ce même plateau. qui était sur cette. Ouais, Donc, exactement. il Lettres viendra. sans l'ombre. Oui, il viendra, il va signer chez nous. Il y a le salon du livre d'Alger a eu. Il a échappé à Casbah à un moment donné, parce qu'il était chez Casbah pour son premier titre. Et là, vous l'avez récupéré, Hamid Larbi. Oui, on sait que ça se passe comme ça. Il récupère, on récupère. Pour notre plus grand plaisir, pourvu qu'il soit présent. Non. Ouais. C'est vraiment tant que les livres, enfin les auteurs, on les écoute avec bonheur et on a envie de Ça continue. de leur offrir tout l'espace nécessaire pour qu'ils puissent s'exprimer et échanger. Et pourquoi pas, on peut exporter notre littérature, elle est faite pour voyager. A-t-elle réellement une présence? Grande question, alors que le problème de la distribution reste encore une fois un point noir, malheureusement, en 2018. Oui. Alors, dernière question avant d'aborder les 15 dernières minutes avec Mouloud Achour. N'oubliez pas vos questions sur cultureclub@tv.dz. Vous l'approchez comment? Vous l'appréhendez comment, cette 23e édition du Salon international du livre, Samia Chir? Je ne vais pas dire avec beaucoup de fatigue. Et de passion. Mais vraiment très heureux d'être encore présent, d'avoir des livres à offrir et d'attendre les lecteurs, des amis, Le feedback, des journalistes. C'est l'occasion aussi de parler, d'exprimer et puis de donner un avis et puis de critiquer. Et critiquer, c'est souvent... Est-ce qu'on est arrivé à pour capitaliser réellement cette longue expérience avec le monde du livre? 22 ans d'organisation, qu'est-ce que vous en pensez, Samia Zenadi-Chir? Oh, il y a beaucoup de choses positives, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter et qu'il suffit de communiquer. Il suffit de... un commissariat n'est pas fait pour... Un commissariat, j'entends, de l'organisation du salon du livre, n'est pas fait pour travailler en vase clos, mais s'ouvrir
le plus pour pouvoir avoir des idées, faire aboutir des choses. Un salon du livre, c'est fait aussi. Tout à fait. Un salon Être de la du livre confrontation d'Alger, d'idées, et la il est confrontation fait n'est pas pour toujours les synonyme. éditeurs algériens. Tout à fait. C'est pas pour les importateurs et c'est pas pour. C'est d'abord pour permettre à l'édition algérienne d'exister et de pouvoir être visible. Et puisqu'on parle de 2 millions de visiteurs, pouvoir lui ouvrir des perspectives et faire en sorte que la flamme ne meure pas chez nous. Et j'espère que vous serez encore là pendant longtemps sur ce même plateau et avoir également une longue collection à créer, à inventer pour nous les grands curieux. Merci beaucoup Samia Cheikh Zenadi, cultureclub@20tv.dz. Dernier invité pour la rencontre de ce soir, Mouloud Achour, bonsoir. Alors, on avait posé la problématique pas plus tard que la semaine dernière. Est-ce que nous avions réellement engagé une véritable réflexion sur le SILA 22 ans après? Vous, en tant qu'auteur, journaliste, mais directeur éditorial, on en est où aujourd'hui? Je ne vais pas répondre directement à ta question, mon ami Karim. D'abord parce que je suis encore grisé, tenu en haleine par les bâtisseurs de notre imaginaire, les auteurs. La présentation du livre de notre ami Asdin, celui de notre ami Jawdet. Les deux ont su parler avec tellement de passion de leur livre que je suis encore sous l'effet, n'est-ce pas? Cela étant, bon, il y a peut-être un avantage à s'exprimer en dernier, à intervenir en dernier dans ce genre de réunion, par ailleurs extrêmement sympathique, extrêmement convivial. Moi, je me dis que le Salon du Livre est un grand événement. Tout à fait. Bon, ça, il ne faut jamais se le cacher, quelles que soient les observations auxquelles son organisation peut donner lieu. Il y a des défaillances, il y a des déficiences, il y a des imperfections, il y a des couacs, etc. Bon, tout événement de ce genre en comporte forcément. Si on raisonne à l'échelle de l'histoire, on se dit, bon, ce Salon du Livre n'en est qu'à sa 22e ou sa 23e édition, parce qu'il faut compter également les deux premières éditions qu'on a tendance à évacuer, c'est celle du début des années 80, où le Salon du Livre a été véritablement une grande innovation, parce que à l'époque, on parlait plus de foire que de salon. Ça s'appelait effectivement le FILA, Foire internationale du livre d'Alger, mais elle avait la même vocation, et elle avait vocation à pallier justement cette absence du livre. Pendant très longtemps, le livre était absent, etc. etc. Et à l'époque, des dispositions avaient été prises pour subventionner le livre, etc. Sauf que ce salon, cette première formule a duré 2 ans et ne s'est renouvelée, n'a été réactivée que beaucoup plus tard, à la fin des années 90. Et donc, à l'échelle de l'histoire, on peut se dire que l'expérience est trop courte pour qu'on puisse véritablement en tirer des leçons, qu'on puisse la perfectionner. Pensez que 22 ans, c'est pas assez, même non, avec cette distanciation, on ne peut pas réellement. Sauf que nous sommes aujourd'hui réfléchir et faire un véritable bilan. Nous sommes à une époque où tout va très vite. Oui. Nous sommes à une époque où tout va très vite et où on a donc tendance à être plus ou moins intransigeant. Intransigeant et critique vis-à-vis des insuffisances, des faiblesses qui sont constatées au fil des différentes éditions. Je disais que c'est un grand événement. Voici un événement où le savoir, et pas seulement la littérature, le savoir de je ne sais pas combien de pays du monde nous est servi comme ça. Et ce n'est pas à négliger. Bien. Ce salon du livre est fait d'abord pour pallier une grosse défaillance. Cette défaillance, c'est celle des libraires. Nous avons en Algérie un nombre de libraires qui se comptent sur 2 fois les doigts des 2 mains. Mais qui diminue d'année en année, malheureusement. Qui diminue d'année en année parce que la librairie, ce n'est pas le fast-food, parce que la librairie, ce n'est pas la grande distribution de confection et autres. Et le livre a tendance à être une espèce de parent pauvre. Et on se trompe parce que le livre n'est pas un parent pauvre.
sauf lorsqu'on en fait un parent pauvre. Donc le livre est devenu une denrée rare, peut-être pas à Alger, parce qu'Alger est une capitale. Mais Alger n'est pas l'Algérie, même dans certaines grandes villes, absolument, Ouais. même dans certaines grandes villes, des villes comme Annaba, comme Constantine, comme Tizi Ouzou, où le nombre des librairies est absolument insignifiant. Et pourquoi n'avons-nous jamais réellement, Et donc- sommes-nous jamais arrivés à faire un véritable sondage des bilans, donc justement concernant toutes ces éditions, le meilleur ouvrage, le plus vendu du Salon du Livre, les meilleurs ouvrages vendus en français, en amazigh, mais également en anglais ou en arabe. On en est réellement où aujourd'hui? On se pose réellement cette question. On n'est pas arrivé malheureusement aujourd'hui à capitaliser l'un des rendez-vous les plus importants de la culture, de cette rentrée entre autres en 2018, Mouloud Achour. Karim, je comprends ta passion et je la partage. Ouais. Je la partage même si... Non, parce que vous êtes multiple. Vous êtes auteur, journaliste, directeur éditorial. Que toi, mais j'ai participé à l'organisation d'un certain nombre d'éditions du Salon international du livre. Tout à fait. Notamment à l'époque où il se tenait sous toile à Ben Aknoun, où il a eu un succès absolument insoupçonné, inattendu. Lorsqu'on est obnubilé par l'idée de réparer un manque, de combler un déficit, on ne fait pas dans le détail, on ne se donne pas parfois la peine de tirer des enseignements des éditions successives, etc. On se dit, il y a presque une façon de se comporter comme dans l'urgence. Hein. On apporte du livre, on compense cette absence de librairie et c'est ce qui fait de ce salon un événement absolument extraordinaire. Parce que je pars du principe que le livre, ce n'est pas seulement la littérature. Tout à fait. Ce n'est pas seulement la littérature, c'est le savoir en général. Hein. Si on se donnait la peine, justement, c'est là où je reviens, si tu veux, à cette défaillance que tu déplorais tout à l'heure, si on voulait se donner la peine de voir ce qui se vend au Salon du Livre d'Alger, quel est le type de fréquentation du Salon du Livre d'Alger, on en apprendrait énormément. Et on apprendrait notamment que ce n'est pas le livre de littérature qui est couru, c'est le livre porteur de savoir, c'est un certain nombre de manuels de haut niveau qu'on ne trouve pas en librairie à Alger, en dehors du Salon du Livre. C'est même si parfois le livre d'importation coûte beaucoup moins cher que le livre national, la production nationale. Souvent, oui, mais il se trouve que la production nationale, précédentes, j'ai entendu ce la production nationale, dans un certain nombre de créneaux, dans un certain nombre de disciplines, n'est pas du tout satisfaisante. Hein, il y a des livres spécialisés, il y a des livres d'expertise, il y a des livres d'informatique, de sciences pointues, etc., qu'on ne trouve qu'au Salon du Livre d'Alger. D'où cette affluence, et c'est là où j'abonde dans ton sens, à savoir que ce phénomène doit être étudié. Bien. Cela étant... Alors qu'il ne l'est pas, malheureusement. Il ne l'est pas. Bon, il le sera. C'est un petit peu ce type d'échanges, c'est nos rencontres, etc., qui vont peut-être susciter ce genre de... Ça a été aussi l'une des missions, malheureusement pas respectées, du CNL, du Centre National du Livre. Ça doit encore être réfléchi par qui? Bien par le ministère de la Culture. Chaque maison d'édition doit faire son bilan à la fin de l'organisation de chaque édition. Je te suivrai justement dans ce sens, mais je ne m'aventurerai pas à parler de la mission du CNL ou du commissariat du Salon qui fait ce qu'il peut, etc. Il y a des rôles qui leur sont assignés, tout simplement. Il y a un travail également qui se fait au niveau de chaque maison d'édition, n'est-ce pas? Je peux parler de... Et qui sont transmis à qui je peux parler de la maison à laquelle j'appartiens et qui fait son débrief à la fin de chaque salon, qui voit quel type de livre s'est vendu, de quelle façon il s'est vendu, quelle était la demande, quelle demande a-t-on pu satisfaire, laquelle n'a-t-on pas pu satisfaire. Tout ça est étudié et nous permet de
rééquilibrer lorsqu'il le faut notre politique éditoriale, de revoir notre programmation, de régler, de faire les réglages nécessaires, etc. Bon, au niveau de Casbah Édition, puisque c'est la maison d'édition que je connais le plus, nous procédons à ce jeu. Il n'est pas exclu que ce type de comportement, si vous voulez, d'après-salon, puisse s'élargir à l'ensemble du salon. Moi, je pense qu'il faut multiplier des observations de ce genre, il faut multiplier des rencontres telles que la nôtre, qu'elles soient formelles, qu'elles soient informelles, mais multiplier ce genre d'idées de façon à ce qu'on parvienne à une formule du salon qui ne se contente pas de dire qu'il y a eu 1 500 000 visiteurs et qu'il y en a davantage, etc. Parce que bon, sur quoi nous avons travaillé, quels sont les éléments sur lesquels ils ont travaillé pour ce n'est jamais l'affluence, ce n'est jamais l'affluence d'un événement qui peut donner une idée de son succès ou de son échec. Exactement. Mais bon, je ne désespère pas qu'un jour on puisse avoir conscience de... La ligne éditoriale de Casbah Édition depuis sa naissance, un peu plus de 20 ans aujourd'hui, non, un peu plus, beaucoup plus, une trentaine d'années, vous approchez. Oui, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Est-ce qu'elle a réellement changé? Parce qu'à un moment donné, votre ligne éditoriale s'intéressait beaucoup plus à l'écriture et à l'histoire. Et aujourd'hui, un nombre très important de romans ont été édités justement pour cette 23e édition. Vous êtes l'une des maisons d'édition, 5 dans les yeux de Satan, comme dirait Hamid Skif, et puis Hamid Bouassida, pardon, qui nous a quittés il y a quelques temps de cela. Vous êtes l'une des maisons d'édition qui a le plus produit aujourd'hui, une vingtaine de titres au moins. Écoutez, nous essayons de... Nous avons une réputation justifiée et que nous revendiquons, dont nous n'avons pas à rougir. Nous pensons que la mémoire nationale doit avoir une place dans le travail d'une maison d'édition. Tout à fait, s'écrire au quotidien. Ce que j'appelle la mémoire nationale, ce n'est pas uniquement la mémoire des moudjahidines de la guerre de libération, ce n'est pas seulement les autobiographies, quel que soit leur niveau, c'est toute cette somme qui est accumulée par les expériences des hommes, etc. Bon. Et qui englobe non seulement donc ce que je parlais de ces ce dont je parlais, à savoir ces témoignages d'hommes qui ont vécu un certain nombre d'événements pendant la guerre de libération, etc., dont la vie a croisé l'histoire du pays, mais également les historiens, mais également des romanciers qui se consacrent à l'histoire. Dans le programme que nous comptons exposer au Salon du Livre cette année, il y a effectivement une part de cette mémoire. Cette part se traduit par un grand livre d'histoire qui est celui de Hosni Kitouni, qui s'appelle Le désordre colonial, et qui est une vision assez originale, ou du moins originale, disons-le carrément, de l'histoire de la guerre, de la colonisation, parce qu'elle puise à des sources diverses et non pas uniquement aux sources classiques françaises. Nous avons une lecture de l'histoire contemporaine par le docteur Jeunesse, qui s'est intéressé et de façon extrêmement efficace à l'histoire de l'Algérie. C'était souvent passé aussi, et qui parle donc du parcours de la revendication nationale, mais dans sa formulation politique depuis le début du siècle avec l'émir Khaled jusqu'au déclenchement de la guerre de libération nationale. Nous avons des romans. Nous avons un roman qui s'appelle La boîte et le fusil et qui rend compte, mais dans une dramatisation extraordinaire de l'atmosphère des débuts de la guerre de libération à la Casbah. La boîte étant celle du sireur et le fusil étant l'arme qui permet au fidaillé d'accomplir son action, etc. Là, c'est 3 ouvrages que nous retrouverons bien sûr au Salon international du livre. Et vous en trouverez d'autres, ceux qui s'intéressent à une histoire beaucoup plus lointaine
et qui est une histoire d'amour extraordinaire, mais dont l'environnement historique a été reconstitué de façon très très attentive. Nous avons 2 coups de cœur qui sont... Et ça va être vos derniers mots. Alors, les 2 coups de cœur, c'est un roman qui s'appelle « À 19h, mon amour ». On l'a présenté pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Il sera avec nous dans une dizaine de jours. Et le recueil de nouvelles de Mariam Guemache, La demoiselle du métro. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous le saurons la semaine prochaine. Un ouvrage ou 2 ouvrages à conseiller chez Apic Édition lors de cette 23e édition du Salon du Livre. Samia Zenadichir. Alors, les organisateurs du Salon du Livre d'Alger ont eu la bonne idée d'inviter Ahmed Jabbar. Donc, il sera chez nous pour les sciences arabes en Afrique. Et puis il y aura Hamid Larbi, Youssef Marahi, ils vont signer Akram Kebir. Donc voilà, venez tous les jours, les gens y verront. Et puis ils nous suivent sur la page Facebook. Très bien, alors tout est dit. Merci beaucoup Samia Zenadichir. Voilà, encore une fois, la 23e édition du Salon international du livre nous a permis de rencontrer tous ceux qui font cette chaîne entre auteurs, éditeurs, journalistes et distributeurs. Alors, vous parliez à l'instant, Mouloud Achour, mais également Samia Zenadichir, de vos coups de cœur. Moi, j'en ai eu 2 ce soir. Ils étaient avec nous sur ce passage, sur ce plateau. Philosophique ou sociologique? Sociologique. plutôt. Sociologique. Oui. On n'en sortira jamais indemne avec vous. Je parlerai de l'effacement de soi. L'effacement de soi. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir fait une halte sur notre plateau. Merci Jaoudat Guessouma. À très bientôt pour un roman, j'imagine. Ou sur des... Très très bien. Toujours sur un chantier. Samia Zenadichir à la même heure, non pas dans un an, parce que vos auteurs passeront certainement sur ce même plateau. Et puis, Mouloud Achour, j'espère que nous aurons l'opportunité